Donc voilà, bonjour à tous. Alors on vous accueille pour ce quatrième rendez-vous du cycle de formation urbanisme et risques naturels. Aujourd'hui, donc, on va traiter des feux de forêt dont le département a été fortement touché donc en 2022. On va revenir là-dessus. Je vais rapidement vous présenter. Alors, le programme de la journée, les objectifs de la matinée, c'est d'identifier les vulnérabilités des secteurs urbanisés en zone forestière au regard du risque incendie et appliquer après, dans un second temps, enfin savoir appliquer des principes d'aménagement pour limiter le risque incendie des secteurs urbanisés en zone forestière. Alors, pour atteindre ces objectifs, on va avoir plusieurs temps forts dans la matinée. Je vais rapidement céder la parole tout à l'heure donc à Laura, et non pas à Hélène, qui malheureusement n'est pas disponible, mais à Laura Kadamzou de l'Association des maires de Gironde, qui va nous introduire donc ce module. Ensuite, nous céderons la parole à Christine Bouissé, qui est donc docteur en géographie, spécialiste des risques naturels, qui nous parlera de l'urbanisme et des feux de forêt, du risque actuel et des défis à l'avenir. Ensuite, nous aurons une intervention du département, donc de la cellule risque majeur, avec Martin Vessière, qui est ingénieur en gestion des risques majeurs, et Thomas Sibiac, qui est chargé d'études politiques du risque. Nous prendrons la main ensuite avec mon collègue Sébastien Canet, qui est paysagiste, pour vous présenter une petite réflexion qu'on a eue en interne sur comment aménager un quartier ou une parcelle pour limiter la progression du feu et faciliter la lutte contre incendie. Et enfin, le dernier temps fort, ce sera donc à deux voix un témoignage à la fois d'un de nos collègues qui a eu l'opportunité de travailler sur le SCOT de l'aire toulousaine et donc de la problématique incendie par rapport à la planification urbaine. Et le témoignage de Monsieur Pieraccini, qui est élu de la commune d'Ollioules, donc secteur sud-est, qui connaît bien cette problématique, sachant que c'est un ancien officier de sapeur-pompier et qu'il est actuellement délégué à la forêt, aux communes forestières du Var sur cette commune d'Ollioules. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Laura pour introduire ce module et cette matinée. Merci Annabelle et bonjour à tous. Donc bon, je vais essayer d'être assez rapide, mais voilà, c'était un module qui nous tenait voilà à cœur et qui était essentiel dans notre département. On a été effectivement durement touchés l'été dernier. On a tous aussi en tête ces images de la France qui brûlent, les autres pays aussi, hein, qui brûlent, le Canada, la Grèce, l'Italie. Donc voilà, c'est un risque aujourd'hui qui est, en tout cas un aléa qui rend nos territoires et nos biens, nos vies assez vulnérables. 2022 a été une année assez charnière, parce que j'ai retrouvé quelques chiffres. On a eu 72 000 hectares de brûlés en France, ce qui représente 100 000 terrains de foot. Donc c'est quand même un gros record. On voit que c'est un risque, donc ça sera vu un peu après, je pense, mais c'est un risque qui, malheureusement, va connaître aussi une évolution, assez défavorable au regard du réchauffement climatique. On voit qu'on a des incendies de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses aussi, et dans des endroits où on s'y attend le moins, notamment, l'été dernier en Bretagne. Donc ça aussi, c'est des territoires qui, en tout cas, qui vont devoir se préparer à ce risque. On a une augmentation aussi de combustible, parce qu'on est aussi en déprise agricole dans beaucoup de territoires. On va être aussi touché par ce phénomène-là, notamment, avec, les friches, au niveau des parcelles viticoles. Donc c'est aussi, ces espaces-là qui vont faire aussi augmenter, le risque, avec, une croissance, des végétaux. Donc il faudra aussi, tenir compte de ces terrains qui vont connaître une déprise et aussi, donc une évolution défavorable parce qu'on connaît aussi une pression urbaine et notamment dans notre département, ce qui repose, effectivement la question d'aujourd'hui, comment on peut vivre en tout cas, dans la forêt ou du moins à proximité de la forêt. Il y a sûrement effectivement des modèles, d'aménagement à trouver. Mais ce qui est rassurant, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu pessimiste, mais ce qui est rassurant, c'est qu'on se rend compte que 9 départs sur 10 sont d'origine humaine
et 80% des feux se déclenchent à proximité, enfin à moins de 50 mètres des habitations. Donc on voit qu'effectivement l'activité humaine aujourd'hui a un impact sur cette enfin, la prise en compte du risque. On a au niveau au national des obligations de débroussailler. On voit qu'il y a un pouvoir qui a été donné un peu plus conséquent aux maires pour contrôler ces OLD. Donc ça va être effectivement dans nos comportements. Mais il faut aujourd'hui qu'on repense effectivement nos aménagements. Savoir effectivement sur ces espaces tampons entre forêts et espaces urbanisés, qu'est-ce qu'on fait de ces espaces, comment on peut les aménager peut-être différemment. Donc c'est tout l'intérêt de cette matinée. J'ai questionné un peu l'Association des maires de France là-dessus et bon, aujourd'hui, il y a des réflexions, mais il n'y a pas forcément aujourd'hui de travail assez abouti sur ces questions d'aménagement. Donc on voit qu'on a effectivement tout à construire là-dessus. Donc c'est l'objectif de la matinée, de pouvoir aussi avoir des retours de témoignages d'élus, de techniciens sur la question, d'experts, et voir aussi parmi nos échanges, mais voilà, il y aura peut-être aussi des choses qui vont ressortir. Mais voilà, l'idée de ce module, c'était vraiment de pouvoir identifier aujourd'hui ces espaces vulnérables et comment ces espaces aujourd'hui, on peut les aménager et limiter le risque incendie. En tout cas, merci à tous et puis je laisse la parole aux intervenants de la matinée. Merci à tous. On va enchaîner avec l'intervention de Christine Bouisset. En interne, là, avec Sébastien, quand on a préparé ce module, on a réfléchi, enfin, on s'est interrogé sur pas mal de choses, notamment le lien entre la croissance de l'urbanisation, là, en Gironde, dans notre massif forestier. Alors, il n'y a pas que la Gironde, hein, dans les Landes et jusque dans les Pyrénées-Atlantiques. Est-ce que, avec le changement climatique, est-ce que ce risque va être amplifié? C'était un peu notre question. Alors, on manquait peut-être un peu d'éléments pour pouvoir y répondre. On avait aussi une autre interrogation, c'était la question des formes urbaines et de leur vulnérabilité. Donc, savoir comment a évolué l'urbanisation et est-ce qu'aujourd'hui, on est sur des formes urbaines qui finalement sont peut-être un peu plus vulnérables. Et le troisième point, la troisième question qu'on s'est posée aussi tous les deux, c'était de se dire, ben, on a peut-être une problématique singulière dans notre massif sud-atlantique, c'est la question de la propriété des terrains et de la difficulté, vous savez, par rapport à l'exploitation, les exploitations forestières et la problématique de l'application des OLD. Voilà. Donc, c'est des réflexions qu'on a soumises à Christine Bouisset qui, du coup, par ses compétences, ses missions, a proposé très gentiment de nous répondre voilà, en nous préparant une petite intervention pour ce matin. Donc, c'est à vous, Christine. Oui, bonjour, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis toujours ravie de venir parler d'incendie. C'est la thématique sur laquelle je travaille depuis presque une trentaine d'années, puisque j'ai fait ma thèse dessus sur les politiques publiques de gestion du risque, en fait. Et initialement plutôt en région méditerranéenne, parce que c'est là que j'ai commencé à travailler. Et puis comme je suis sur la région paloise depuis une vingtaine d'années, je me suis forcément intéressée à ce qui se passait dans le sud-ouest et notamment autour du massif des Landes de Gascogne. Donc moi, je suis géographe, je travaille dans une perspective qu'on appelle plutôt la géographie sociale de l'environnement. Et donc, ce que je vais vous proposer ce matin, c'est quelques éclairages sur certains aspects du problème. J'aurais pu prendre la journée entière pour vous parler. Donc, pardon d'avance si certains aspects sont traités un peu vite. C'est toujours difficile de s'adresser à un public dont on ne sait pas très bien, en fait, quel est le niveau d'expertise sur ces sujets-là. Donc, en fait, mon intervention, elle va être structurée en trois temps. Un premier temps, en fait, de cadrage sur un petit peu les notions fondamentales à connaître pour pouvoir appréhender après, dans un deuxième temps, la question des enjeux autour de l'urbanisation. Et puis, rapidement ensuite, quelles sont les pistes d'action, les leviers, les verrous, les défis, sans rentrer trop dans le détail, dans la mesure où les choses vont ensuite être détaillées dans les interventions suivantes. Quelques éléments clés sur le risque incendie. De quoi parle-t-on? On parle d'abord d'un aléa,
c'est-à-dire un mécanisme physique qui est potentiellement dangereux. Donc, en l'occurrence, ici, un mécanisme de combustion qui repose sur un fameux triangle du feu, trois éléments indispensables, la présence d'un combustible, la présence d'une source de chaleur et puis la présence d'oxygène qui va permettre à la combustion de se développer. Et donc, on va parler d'incendie de forêt quand cette combustion va se déployer, en fait, sans possibilité de contrôle, et dans le temps et dans l'espace. Donc, quand le feu, en gros, échappe à notre capacité de contrôle. Et donc, cet aléa, incendie, vous le savez tous, il va reposer sur plusieurs paramètres. Le premier, c'est évidemment la végétation, parce qu'il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'incendie. Le deuxième, ce sont les paramètres météo, et là aussi, vous le savez tous, avec deux paramètres clés, la question des températures, et puis la question de la pluviométrie, la question de la sécheresse. Plus il fait chaud, plus il fait sec, plus la probabilité d'éclosion d'incendie est élevée. Bon, ça, c'est le point de départ, a priori, tout le monde sait. Alors après, ce qui est important quand on va parler d'aménagement du territoire, c'est aussi de bien comprendre et connaître les processus de développement d'un incendie. Comment ça fonctionne? Plusieurs modes de propagation, en fait. Le premier, c'est ce que vous avez en bas sur l'écran, c'est le mode le plus classique, c'est ce qu'on appelle la conduction, lorsque le feu va progresser par contact. Vous savez bien que vous allumez une allumette sur un bout, et puis par contact, la flamme va se déplacer et va brûler toute votre allumette jusqu'à vos doigts. Deuxième mode de propagation, c'est le rayonnement. Donc, il n'y a pas forcément de contact direct, mais la température extrêmement élevée à proximité d'un incendie va permettre en fait l'inflammation de végétaux situés à proximité. Troisième mode de propagation, c'est la convection. C'est lorsque en fait les gaz issus de la combustion vont pouvoir, à distance, là aussi, plutôt en hauteur, enflammer des végétaux, là encore, sans forcément qu'il y ait un contact direct avec les flammes initiales. Et puis, dernier mode de propagation, c'est la projection. Lorsque, vous savez, des particules enflammées vont partir dans l'air et pouvoir aller atterrir quelques dizaines, voire parfois quelques centaines de mètres plus loin. Plusieurs modes de propagation qu'il va falloir forcément prendre en compte quand on va s'interroger sur la manière dont on pourrait protéger un certain nombre de zones habitées ou de constructions. Évidemment, dans ce processus de propagation, il va y avoir différents facteurs qui vont pouvoir intervenir. Vous savez tous que quand il y a du vent, la propagation elle va être plus rapide, ne serait-ce que parce que ça va favoriser les phénomènes de projection. On sait aussi que la nature de la végétation, elle joue. Dans le massif des Landes de Gascogne, la présence de pinèdes avec des pommes de pin qui éclatent sous l'effet de la chaleur, ça va favoriser les mécanismes de projection. Donc, un certain nombre de facteurs. D'autres facteurs, je veux moins parler, par exemple le relief, qui va intervenir sur la rapidité de propagation, même si dans les Landes de Gascogne, la question du relief, en fait, elle est un petit peu secondaire. Mais donc, pour protéger les quartiers habités, il va falloir prendre en compte ces différentes possibilités et capacités de déploiement de l'incendie. Autre paramètre clé, et on en a beaucoup parlé après les incendies de 2022, avec parfois des discours un petit peu caricaturaux, c'est l'importance de la végétation dans le déploiement de l'incendie. Alors évidemment, la nature de la végétation va être hyper importante parce qu'elle va déterminer ce qu'on appelle l'inflammabilité, c'est-à-dire la rapidité et la propension avec laquelle une végétation va s'enflammer. Et on sait tous que les pins, ça s'enflamme particulièrement bien. Mais un autre facteur extrêmement important, c'est la structure de la végétation qui va déterminer en fait la combustibilité. Alors, je vous ai mis une photo là ici qui est tirée d'un secteur à côté de Landiras, avec une parcelle en fait de jeunes pins maritimes. Alors pourquoi est-ce que la question de la structure de la végétation elle est aussi importante, si ce n'est plus parfois que la nature de la végétation? C'est parce que, comme on disait tout à l'heure, pour qu'un feu puisse se propager, il faut qu'il ait du combustible et il faut qu'il puisse progresser. Et un jeune peuplement de pins maritimes, ça va favoriser la progression parce que la plantation, elle est dense, les végétaux sont rapprochés les uns des autres,
Donc, le feu va plus facilement passer de l'un à l'autre. Et puis surtout, donc, vous allez aussi avoir ce qu'on appelle une continuité verticale. En général, le feu, il éclot au niveau du sol. C'est rare que le feu il démarre dans les airs. Et donc, un des problèmes, c'est lorsque vous avez une continuité du combustible depuis le sol vers la cime des arbres. Tant que vous avez un petit feu dans l'herbe, c'est assez facile à éteindre. Quand vous avez un grand feu qui a embrasé l'intégralité de la végétation et l'intégralité de la forêt, ça devient quasi impossible à éteindre. Or, le problème, là, ce que vous avez sous les yeux, c'est les peuplements de jeunes pins maritimes avec des branches qui sont continues depuis le sol jusqu'à la cime des arbres. Donc, en fait, un facteur extrêmement important, c'est comment le combustible se répartit dans l'espace, aussi bien au plan horizontal, est-ce qu'il y a une continuité qui va permettre au feu d'avancer en fait, dans l'espace, et où est-ce qu'il y a une continuité depuis le sol jusqu'à la cime des arbres qui va permettre aux flammes de passer facilement depuis le niveau du sol. Hein, on imagine, là on est au bord de la route, je jette un mégot dans l'herbe, et est-ce que facilement les flammes vont pouvoir progresser puis monter progressivement vers la cime des arbres? Structure, nature de la végétation, c'est deux paramètres clés quand on va travailler sur la manière dont le feu peut se propager. Autre notion qui est fondamentale à mon sens et qui est souvent sous-estimée, sous-évaluée et insuffisamment prise en compte, c'est la notion de vulnérabilité. Donc, si on essaye de la définir, hein, la vulnérabilité, c'est la sensibilité face à un aléa qui va être dépendante forcément du phénomène en cause. Ben, ça dépend, on n'est pas vulnérable de la même manière à l'incendie qu'à la tempête, au séisme ou à d'autres catégories d'aléas naturels. Cette sensibilité à l'aléa, elle va dépendre de l'importance des enjeux qui vont être exposés à l'aléa. Elle va être également liée à notre capacité de résistance face à ce phénomène, et elle va être également liée, en dernier lieu, à notre capacité de rétablissement après le passage du phénomène. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur cette notion? Parce qu'elle me paraît centrale et parfois plus centrale que l'aléa. Je vous explique avec une petite vignette que j'ai mis en haut à droite. C'est parce que quand je parle de vulnérabilité à mes étudiants, j'utilise toujours l'histoire des trois petits cochons pour leur expliquer ce que c'est, parce que l'histoire des trois petits cochons, c'est exactement la métaphore de l'aléa et de la vulnérabilité. L'aléa, c'est le loup, on peut imaginer, c'est la tempête, c'est le cyclone. Et puis, les enjeux, ben, c'est les trois petits cochons. J'ai trois situations avec des enjeux identiques. Ce qui est en jeu à chaque fois, c'est la vie d'un petit cochon. Mais la morale de l'histoire, c'est que mes trois petits cochons, ils sont très, très inégalement vulnérables parce que ce qui va faire la vulnérabilité ou pas, c'est la capacité de résistance de leur maison à l'aléa qu'est le loup. Donc évidemment, si j'ai une maison en paille ou une maison en bois, je suis vulnérable. Si j'ai une maison en briques, en l'occurrence, je ne suis pas vulnérable. Et ça, cette histoire, elle est extrêmement importante parce qu'elle nous dit qu'au fond, l'aléa, c'est pas toujours le plus important. Enfin, le loup, il est là. C'est pas lui qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est la capacité à maîtriser cette dimension vulnérabilité. Donc, si je reviens, si je sors de la métaphore et que je reviens un petit peu à la question de la vulnérabilité face aux incendies, hein, cette vulnérabilité, en fait, elle va s'évaluer à plusieurs échelles. D'abord, à l'échelle du contexte territorial. Évaluer une situation face au risque d'incendie, c'est pas juste réfléchir à ce qui se passe finalement à l'échelle d'un espace, c'est réfléchir à un contexte territorial plus large. Je vous ai mis un petit schéma là. On imagine, voilà, l'enjeu c'est une maison entourée de végétation, et puis à côté il y a une route. Bon, c'est un enjeu relativement modeste qui est très localisé. Mais si, à partir du moment où je dis que la route qui passe à côté de la maison, en fait, c'est l'autoroute A63 qui relie l'Espagne au reste de l'Europe, et puis qu'en plus on est au mois d'août et qu'on a un trafic lié aux vacances extrêmement important, on imagine bien que apprécier la vulnérabilité de cet espace, c'est prendre en considération tous ces enjeux bien plus larges que la simple maison. Mais c'est considérer que finalement, même si un feu brûle
de 1000 mètres carrés, il peut avoir des répercussions locales, régionales, voire internationales, bien plus larges que la simple appréhension des petits dégâts qu'il peut faire au niveau local. Ensuite, la vulnérabilité, elle va forcément être à apprécier en termes d'aménagement, et en particulier d'aménagement à l'échelle locale, avec une idée fondamentale et clé, qui est le fait que la vulnérabilité, comme le risque en fait, c'est pas une donnée stable dans le temps. C'est une donnée dont il faut considérer qu'elle est évolutive. Alors là, sur le petit exemple, vous voyez, vous avez votre maison qui est entourée de forêt, et puis un jour, le propriétaire, il décide de clôturer son terrain. Parfait. Sauf que, en fait, quand il fait sa clôture et qu'il construit son portail, il ne pense pas à la question de la largeur du portail, il ne pense pas à la question de l'incendie, il ne pense pas à la question de l'accessibilité des camions de pompiers vers sa propriété, et donc il aggrave sa vulnérabilité. Au contraire, notre propriétaire, il peut très très bien réduire sa vulnérabilité, ne serait-ce qu'en coupant une partie de la végétation qui est située autour de sa maison, de façon à ce que les flammes aient plus de mal à pouvoir l'atteindre. Donc ça, c'est un paramètre extrêmement important parce que il faut toujours se dire que la vulnérabilité et le risque, c'est pas un donné, c'est pas quelque chose qui est stable dans le temps, c'est quelque chose qui évolue et il faut arriver à prendre en compte cette évolution. Et puis, si je continue ma descente, la vulnérabilité, ça s'apprécie à l'échelle du bâtiment. Évidemment, un bâtiment en dur, c'est moins vulnérable qu'une toile de tente. Et donc, la manière dont la maison est construite, les matériaux qui sont utilisés, toute une série de paramètres peuvent influer sur la vulnérabilité. Et puis, en dernier ressort, et ça, c'est quelque chose que les politiques publiques en matière d'aménagement du territoire et de gestion des risques prennent, à mon sens, insuffisamment en compte, c'est le fait que la vulnérabilité, c'est aussi des personnes, c'est-à-dire la caractéristique des personnes qui vont être présentes sur ces lieux. Alors, voilà, je suis vieux, je suis âgé, j'ai une mobilité réduite, je suis un bébé, évidemment, je suis beaucoup plus vulnérable que des adultes dans la force de l'âge. Si je suis résident permanent qui connaît bien la forêt, le risque, qui connaît les comportements à adopter en cas d'incendie, je suis moins vulnérable que le touriste de passage qui ignore l'existence du risque, etc. La caractérisation de la vulnérabilité face au risque incendie, normalement, elle devrait prendre en considération tous ces paramètres et toutes ces dimensions, étant entendu que s'il n'est pas facile d'empêcher l'éclosion d'un incendie ou s'il n'est pas facile d'éteindre un incendie, tout ça, ce sont des paramètres sur lesquels on a des capacités d'action. Autre chose, pour finir un petit peu ce panorama des notions, c'est qu'il y a un certain nombre de notions qui sont spécifiques en fait au risque incendie, qu'on ne mobilise pas nécessairement quand on va parler d'autres catégories de risques que naturels. Première notion, c'est celle de risque subi. C'est le fait que tout point du territoire, il peut être analysé en fonction du risque d'incendie auquel il est exposé. Bah oui, je prends la maison là, qui est sur la diapositive. Elle subit un risque du fait de la proximité de la forêt à côté d'elle. Mais en matière d'incendie, on va aussi analyser ce qu'on appelle le risque induit. C'est le fait que cette maison, à travers les activités de ses occupants, elle va elle aussi induire un risque potentiel vers la forêt. Donc ça, juste quelques rappels. Rappels sur le fait que, comme c'était dit tout à l'heure, en fait, le risque incendie en France, c'est principalement la moitié sud de l'Hexagone, mais également, et c'est pour ça que ça ne devrait pas être très étonnant que ça brûle en Bretagne, également des zones qui sont à risque sur l'ouest de la France. Si je remonte la carte, c'est parce que c'est pour souligner le fait que le massif des Landes de Gascogne, il est quasiment entièrement considéré comme un risque. Les deuxièmes cartes, celles qui sont à droite, ce sont des cartes qui existent, qui sont diffusées depuis le début des années 2010. Donc, qui laissent entendre en fait que finalement, ce qui s'est passé en 2022, ça n'aurait pas dû nous surprendre. Parce que l'effet du changement climatique sur le risque incendie, il est anticipé, il est connu. On sait qu'à partir du moment où les deux paramètres clés sont les paramètres météorologiques et qu'on sait que le changement climatique se traduit par des températures plus élevées, des canicules et des périodes de sécheresse accrue,
Ça veut dire qu'on sait qu'a priori, le risque va se renforcer. Et donc, ces deux cartes, hein, vous voyez, elles nous montrent que c'est justement dans l'ouest et dans le sud-ouest de la France que les évolutions entre la période 1990 et puis les projections 2040, c'est dans le sud-ouest et dans l'ouest que les évolutions attendues sont les plus problématiques. Cela dit, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des modélisations telles que on peut les estimer en l'état actuel des connaissances. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il faut jamais perdre de vue que le changement climatique, à partir du moment où il a une origine anthropique, la manière dont le risque incendie va évoluer dépend largement aussi de notre capacité globale à lutter contre le changement climatique. Plus on sera efficace au point de vue global dans la lutte contre le changement climatique, moins l'évolution de l'aléa sera dramatique. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc cela dit, il faut s'attendre effectivement à ce que la situation ne s'améliore pas et la situation ait plutôt tendance à empirer. Une fois qu'on a dit ça, on peut se dire que bon, bah voilà, c'est foutu, ça va être pire. Et j'insiste sur le fait que pas forcément, parce que notre capacité d'action va être principalement sur cette dimension vulnérabilité. Et à cet égard, la question de l'urbanisation, elle est centrale. Donc effectivement, ce qui marque en fait, et en particulier le territoire des Landes de Gascogne, et en particulier encore plus la Gironde, hein, c'est le fait que l'accroissement démographique ne se fait pas par accroissement démographique des centres, des grosses agglomérations. Hein. Ce n'est pas dans le centre-ville de Bordeaux que la croissance urbaine se marque. Elle se marque par l'étalement urbain, par la croissance de la périphérie des agglomérations, par le développement de l'habitat individuel. Et c'est quand même le phénomène spectaculaire. Alors, tout à l'heure, on évoquait un petit peu les vignes. Certes, dans certains secteurs, si on parle montagne, si on parle effectivement secteur vignoble, si on parle certains secteurs méditerranéens, hein, la confrontation entre zone habitée et forêt tient parfois au fait effectivement que on n'a pas construit des maisons au milieu de la forêt, on se retrouve avec une agriculture en déprise autour des villages, un enfrichement et puis une progression de la forêt qui arrive petit à petit à proximité des maisons. La particularité quand même des Landes de Gascogne, c'est le fait qu'on a une forêt qui occupe l'essentiel du territoire et que l'essentiel de l'urbanisation se fait et s'est fait au détriment de la forêt et au contact de la forêt. Avec en fait trois grands types, on va dire, hein, de formes urbaines qui caractérisent le territoire. Ce que vous avez en haut à droite, hein, c'est-à-dire une organisation spatiale en mosaïque, en peau de léopard, quelque part, avec une alternance de lotissements et puis de parcelles forestières, de parcelles boisées. Deuxième cas de figure, c'est ce que vous avez en bas à gauche, où vous avez finalement un habitat isolé, hein, avec ce qu'on appelle le mitage, ça fait des trous dans la forêt. Alors parfois avec un mitage qui est ancien, hein, des vieilles fermes qui sont dispersées, mais aussi un mitage plus récent avec des maisons éparpillées un petit peu partout autour des villages et au milieu de l'espace forestier. Et puis la dernière particularité en fait de la région, c'est cette fameuse ville sous forêt qu'on va trouver dans un certain nombre de stations balnéaires. Bon, évidemment, vous avez ici une photo de la Teste, donc tout le secteur Arcachon, mais qu'on retrouve aussi plus au sud, hein, Osgore, Cap-Breton, etc., dans les Landes. Et donc ça, c'est une particularité de la région et c'est une forme d'urbanisation sur laquelle il va probablement falloir s'interroger. Parce que avoir de l'habitat sous la forêt dans des zones d'aléas extrêmement élevées, c'est problématique. Donc, on a trois types ou trois grands types, hein, de paysages, de contact, donc ce qu'on appelle d'interface entre forêt et zones urbanisées. Pourquoi ça pose problème? D'abord parce que ça va avoir un certain nombre d'effets. Donc, d'abord, le fait que l'urbanisation sur la forêt et le morcellement, une espèce de mosaïque telle on la voyait sur la diapo précédente, en fait, ça va avoir un certain nombre d'effets sur l'entretien forestier. Ça va avoir des effets de spéculation, des effets de morcellement,
Quand vous avez une parcelle isolée au milieu d'une série de lotissements, ça va être extrêmement difficile de l'entretenir, de l'exploiter. Donc, en fait, plus vous morcelez la forêt, plus il va y avoir de difficultés à l'entretenir. Et évidemment, moins elle est entretenue, plus il y a de masse combustible. Je fais référence à ce que je disais tout à l'heure sur la structure et la quantité de combustible. Bah, moins elle est entretenue, plus il y a de continuité dans le combustible, plus potentiellement j'augmente le risque. Deuxième problème, en fait, de l'urbanisation, c'est que ça va aggraver l'aléa. Bah oui, plus vous mettez de gens à proximité de la forêt, plus la forêt est fréquentée, plus la forêt est habitée, plus vous avez statistiquement de départ de feu, puisque je rappelle que 95% des causes d'incendie sont des causes humaines. Et je précise même, on sait qu'à peu près la moitié des départs de feu sont liés à des imprudences. Deuxième problème de l'urbanisation, c'est que forcément, ça fait augmenter les enjeux. Plus je mets de maisons, plus j'ai de dégâts potentiels. Plus je mets de maisons, plus j'ai d'habitants, plus j'ai de vies qui sont menacées. Donc, plus j'ai d'urbanisation au contact de la forêt, plus les enjeux augmentent. Et puis, pas seulement les enjeux, mais aussi la vulnérabilité de ces enjeux. Parce que cette urbanisation, vous le savez, elle s'accompagne de l'arrivée de nouvelles populations, qui sont souvent des populations urbaines, qui connaissent pas forcément très bien la forêt, qui ne savent pas quand ils s'installent souvent que le risque existe et qui n'ont pas ce qu'on appelle cette fameuse culture du risque, autrement dit, qui ne connaissent pas nécessairement les comportements à adopter ou les comportements à éviter pour essayer de s'en prémunir. Donc la conséquence, c'est qu'on va avoir une hausse de la vulnérabilité. Et cette hausse de la vulnérabilité, elle peut être même aggravée par la manière que l'on va avoir d'urbaniser. Vous avez la photo, là, c'était des lotissements, hein, c'était dans le département landais. Hein, vous voyez, donc le lotissement, il vient juste d'être fini. En fait, c'est des maisons qui sont des maisons mitoyennes. Et puis, on vient de planter des haies. Et puis là, on a des belles haies de tuyas, hein, qui se prolongent jusqu'à la lumière jusqu'à la lisière de la forêt, jusqu'aux fougères. Ce qui fait qu'en fait, vous vous rappelez ce que je vous disais là sur la progression de l'incendie, sur la conduction, bah voilà, là j'ai une jolie haie qui fait une belle mèche qui amène potentiellement le feu depuis la forêt jusque à la maison, histoire d'être sûr qu'elle va bien lécher la maison. Donc en fait, notre manière, hein, d'aménager en plus et de concevoir cette urbanisation, elle va avoir des effets directs sur la vulnérabilité. Et puis, dernière chose extrêmement importante, c'est que cette urbanisation, elle a aussi forcément des effets sur notre manière de gérer le risque, sur notre manière de l'appréhender. Vous avez deux photos, hein, enfin une photo et puis un petit extrait euh, de, de presse issu de ce qui s'est passé en 2022. À gauche, une petite affiche de particuliers remerciant les pompiers d'avoir protégé leur maison. À droite, un petit témoignage sur un certain nombre de polémiques qui ont suivi les incendies avec des sylviculteurs considérant qu'en fait, on avait sacrifié la forêt pour protéger les maisons. Et effectivement, hein, la doctrine en matière de gestion du risque, c'est évidemment qu'on va prioriser la protection d'abord des personnes, au premier chef, ensuite des biens, et puis dans un troisième temps de la forêt. Donc du coup, à partir du moment où vous multipliez les populations et les biens à proximité de la forêt, vous multipliez les besoins de sécurisation de ces personnes et de ces biens, et donc vous aboutissez à des logiques de gestion du risque et des logiques de lutte contre l'incendie qui sont des logiques défensives. Pour le dire autrement, on va mettre un lotissement, un camion de pompiers, une maison, un camion de pompiers, ce qui va amener des stratégies défensives au lieu d'avoir des stratégies offensives. Hein. On est obligé d'éparpiller les moyens pour protéger en priorité les habitations. Donc, vous voyez, le lien entre urbanisation et risque incendie, il est complexe, mais il est réel. À partir du moment où on va avoir aggravation de l'aléa, à partir du moment où on va avoir aggravation de la vulnérabilité, à partir du moment où on va avoir effet sur la manière dont on peut être en capacité de gérer les événements.
Une fois qu'on a dit ça, il faut se souvenir que l'incendie, il a quand même un certain nombre de particularités par rapport à d'autres catégories de risques. La première de ces particularités, et il faut toujours le rappeler quand même, c'est le fait que on peut agir sur les causes. Quand on dit que 95% des causes humaines, des causes d'incendie sont humaines, ça veut dire qu'on a quand même des possibilités d'action. Or, jusqu'à l'année dernière, on va dire, ce n'était pas forcément les catégories d'action qui étaient les plus mises en avant. Deuxième particularité du risque incendie, c'est évidemment, là aussi, on le sait tous, la possibilité qu'on a de lutter contre. Bon, on vient d'avoir une tempête, on vient d'avoir des inondations, pas forcément facile de travailler contre l'aléa. Par contre, la capacité à agir sur l'incendie, elle est certaine. Pour autant, je considère que c'est une des raisons, quelque part, de ce qui s'est passé l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'en fait, la doctrine en France repose sur une intervention aussi rapide, aussi massive que possible sur tous les départs d'incendie. Donc c'est un système qui a été mis en place, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais qui dans le massif des Landes de Gascogne a été mis en place après les incendies catastrophiques des années 1940 et qui est un système qui s'est petit à petit déployé, modernisé et qui était extrêmement efficace. Extrêmement efficace quand on considère qu'il parvenait à éteindre l'essentiel des incendies. La difficulté de ce dispositif, c'est qu'il n'agit pas sur les causes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces dernières décennies, on avait peu de surfaces brûlées, mais un grand nombre de départs de feu. Or, quand on regarde en fait l'état des connaissances scientifiques sur la gestion des risques, il y a un consensus très très clair parmi les chercheurs spécialistes des incendies sur le fait que les politiques qui sont trop axées sur la lutte ont des effets pervers. Le premier effet pervers qu'il ne faut jamais oublier, c'est d'abord la mise en danger des secouristes. Éteindre un incendie, c'est risqué, c'est dangereux, que ce soit pour les pilotes de Canadair ou que ce soit pour les pompiers au sol. Donc en fait, si on pouvait éviter de mettre en danger un certain nombre de gens, ça serait pas mal. Deuxième problème, c'est que tout miser sur la lutte, ça veut dire qu'on est dans une logique de court terme et qu'on n'a pas d'action sur les causes. Donc vous avez toujours autant d'incendies. Et au fur et à mesure que l'aléa va s'aggraver, notamment sur l'effet du changement climatique, on va avoir un coût de la lutte qui va être croissant. Toujours plus de Canadair, toujours plus de pompiers, toujours plus d'équipements. Et ça va poser la question de l'efficience de ce dispositif. Ne serait-il pas au final moins cher, moins risqué, plus sûr d'essayer de réduire le nombre de départs de feu plutôt que d'attendre que le feu éclose pour essayer de l'éteindre? Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est lorsqu'on atteint ce qu'on appelle les limites capacitaires. Ce qui s'est passé d'ailleurs en 2022. Lorsque vous avez une situation météorologique extrêmement défavorable, des tas de départs de feu partout, et puis des moyens qui sont limités, parce que vous ne pouvez pas multiplier indéfiniment le nombre de pompiers, le nombre de Canadair. Donc, à un moment donné, on atteint les limites capacitaires. Et que faudrait-il faire? Faudrait-il multiplier les Canadair, quitte à ce que ces Canadair soient mobilisés une fois par an, une fois tous les 10 ans, une fois tous les 20 ans, quand on va avoir un été particulièrement catastrophique? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est pas trop cher? Donc, le consensus consiste à dire que miser seulement sur la lutte, ça ne marchera pas. Ça ne suffira jamais pour faire face en fait à des situations exceptionnelles telles que celles qu'on a pu observer l'année dernière. Surtout qu'en plus, ces moyens de lutte, ils ne peuvent pas toujours intervenir. Hein, les premières réactions l'année dernière, ça a été de dire il faut plus de Canadair. Alors effectivement, ça permet d'optimiser les interventions, mais on sait bien que par exemple les Canadair, ça n'intervient pas dans toutes les situations. Ça n'intervient pas la nuit, ça n'intervient pas sur les zones urbanisées. Vous imaginez, vous allez larguer un des moyens aériens, de l'eau ou des retardants sur les campings. Donc il y a un certain nombre de situations dans lesquelles ça ne va pas être efficace. Et puis, paradoxalement, quand vous misez tout sur la lutte, eh bien, vous aggravez la vulnérabilité. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le massif landais. On avait un risque qui était apparemment relativement bien maîtrisé. Donc effectivement, beaucoup de départs de feu,
mais peu de dégâts, parce que tant qu'on était en situation relativement normale, entre guillemets, les pompiers arrivaient à éteindre. Et puis, on s'est retrouvé face à une situation entre guillemets encore extraordinaire, mais qui va devenir de moins en moins extraordinaire puisqu'elle va devenir a priori de plus en plus fréquente. Et là, ça a été la surprise. C'est-à-dire que paradoxalement, peu de gens étaient armés pour faire face. Peu de gens s'étaient préparés à l'hypothèse de ce qui allait se passer. Donc, on va dire que l'une des difficultés de la stratégie telle qu'elle elle a été menée en France jusqu'à présent, c'est qu'elle permettait à grand prix de masquer quelque part le problème. Donc on éteint les incendies jusqu'au jour où on est débordé et on n'y arrive plus. Et là, la vulnérabilité éclate au grand jour parce qu'on n'est pas préparé à faire face. Donc, pour toutes ces raisons, si vous voulez, ce qui est admis aussi, c'est le fait que, espérer que les moyens de lutte permettront toujours de faire face et d'éviter le pire, ce n'est pas garanti, d'où la nécessité et l'importance d'activer d'autres leviers. Ces autres leviers, quels sont-ils? D'abord, c'est travailler sur le combustible. Et là, on commence à arriver à ces questions d'obligation légale de débroussaillement, hein. On a un petit schéma avec une situation de départ. Vous voyez, c'est la pire situation parce que si le feu part du sol, eh bien, j'ai une continuité depuis les buissons vers la cime des arbres. Et puis, si le feu part du sol, il va pouvoir progressivement gagner l'intégralité de la végétation. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire quand on va chercher à ralentir la progression d'un incendie? On va chercher à créer des discontinuités verticales. Donc faire en sorte que le feu ne puisse plus passer du sol vers les branches, tout simplement en supprimant un certain nombre de buissons, en supprimant, en élaguant la végétation. Donc on va créer une discontinuité verticale. Et puis, la deuxième option, c'est de créer aussi une discontinuité horizontale, faire en sorte que le feu ne puisse plus passer ou en tout cas plus passer facilement d'un arbre à l'autre. Donc, par exemple, en supprimant certains sujets, en supprimant certains arbres pour les espacer, de façon à ce que la propagation soit moins rapide. Donc ça, on va l'obtenir comment? Par différentes techniques de débroussaillement. Alors, c'est un chantier énorme, parce que le problème de la végétation, c'est que c'est du vivant. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous allez devoir recommencer éternellement, parce que ce n'est pas parce que vous l'avez fait une année que vous êtes tranquille pour longtemps. Et puis, ensuite, ça va devoir s'apprécier à différentes échelles, puisque c'est compliqué, c'est coûteux, on y reviendra peut-être après. Évidemment, vous n'allez pas forcément le faire sur l'intégralité de la forêt. Donc, un des objectifs, ça va être d'arriver à créer des compartiments, à faire des coupures. Alors, soit en supprimant la végétation et en débroussaillant de façon artificielle, soit en trouvant des moyens moins coûteux, plus économiques, peut-être plus efficaces à long terme. Par exemple, ce que vous avez ici à droite, la photo de droite, là, c'est un secteur de vignoble dans les Pyrénées-Orientales, un secteur qui a été ravagé par un incendie, donc on voit bien que c'est tout noir. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que là, le feu, on ne l'a pas éteint, hein. Il s'est arrêté tout seul, en fait, parce que les parcelles de vignes constituent en fait des pare-feux, c'est-à-dire des zones qui sont dépourvues d'une végétation dense et donc qui créent des coupures dans le combustible. Donc ça, c'est ce qu'on peut envisager en termes d'aménagement du territoire, on va dire à grande échelle. Évidemment, c'est ce qu'il va falloir essayer de faire aussi à une échelle plus fine lorsqu'on va être dans les secteurs urbanisés. Et c'est exactement l'objectif de ces fameuses obligations légales de débroussaillement. Ces obligations légales de débroussaillement, je rappelle que ce n'est pas une disposition récente, hein, ça date des années 1950, alors ça a été un peu réajusté, renforcé depuis, mais c'est un dispositif réglementaire qui existe depuis longtemps. Donc l'obligation de débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour des habitations, l'obligation aussi de débroussailler le long des voies ouvertes à la circulation pour pouvoir permettre les accès, pour pouvoir limiter là aussi la propagation de l'incendie. Alors, je ne vais pas revenir sur les modalités pratiques, hein, vous les avez tous vues passer, mais l'idée à retenir, c'est bien ça. C'est de créer sur 50 mètres
une discontinuité horizontale du combustible et de créer ce que vous avez en bas là, avec un élagage des sujets et des arbres, une discontinuité verticale entre le niveau du sol et puis la cime des arbres. Donc ça veut dire que ça ne suppose pas de supprimer toute la végétation, ça suppose en fait de supprimer une partie du combustible. Et le but, c'est quoi? C'est bien de réduire vraiment deux choses. Le risque subi, c'est-à-dire faire en sorte que si un incendie s'approche de l'habitation, en fait, la densité du combustible soit moindre pour mieux protéger l'habitation, pour créer les conditions qui vont permettre au secours d'intervenir dans des conditions satisfaisantes. Donc ça, c'est la première dimension. On va essayer de débroussailler pour réduire le risque subi. Et puis, on va aussi débroussailler pour réduire le risque induit, c'est-à-dire pour essayer de faire en sorte de réduire la probabilité qu'une activité dans la maison, dans le jardin, vous coupez des arbres, vous sciez du bois, vous faites un barbecue, qui sont supposément interdits, mais éviter que les activités présentes autour de l'habitation puissent induire un incendie qui partirait rapidement vers la forêt autour. Donc l'objectif du débroussaillement, c'est bien de protéger les maisons, mais aussi de protéger la forêt de la présence des habitations. Pourquoi, alors qu'on a un dispositif qui est là depuis 1958, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ce n'est pas appliqué? Il y a des chiffres qui ont été donnés après les incendies de 2022, disant qu'en France, il y avait qu'à peu près 30% des situations où le débroussaillement obligatoire était appliqué. Alors pourquoi ça ne marche pas? Alors toutes les enquêtes qu'on a fait, nous, dans le massif landais avant 2022, nous font dire que la première explication, c'est d'abord le déni. C'est-à-dire le fait que les gens considéraient qu'il n'y avait pas de risque, ou qu'il n'y avait pas suffisamment de risque, ou que le risque était bien maîtrisé. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez l'impression qu'il n'y a pas trop de risque, effectivement, le débroussaillement, c'est quelque chose qui est lourd, qui est coûteux, qu'il faut renouveler sans arrêt. Donc si vous considérez qu'il n'y a pas un risque, vous estimez que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est qu'effectivement, ça va poser un certain nombre de difficultés d'application. C'est pas simple à mettre en œuvre, c'est compliqué. Donc, il y a des difficultés à mettre ça en œuvre. Et puis, il y a une troisième dimension qui est souvent sous-estimée, mais qui est fondamentale. C'est que autour du débroussaillement se jouent aussi des enjeux patrimoniaux. Alors, les trois photos que vous avez sont toutes des photos tirées du massif. Donc, vous voyez bien que alors là, j'ai bien continuité de la végétation, du combustible depuis le sol jusqu'à la cime. Et puis, j'ai contact direct entre la végétation et puis les maisons. Donc, on est dans des situations où on est dans des habitations extrêmement vulnérables. Et pourquoi est-ce qu'il y a enjeu patrimonial? Parce que bien souvent, les gens qui s'installent à proximité de la forêt ou en forêt, ils font ça parce qu'ils apprécient le cadre de vie, parce qu'ils aiment la forêt, parce qu'ils aiment la végétation. Et donc, ça fait mal au cœur de débroussailler, ça fait mal au cœur de couper un certain nombre d'arbres. Donc, vous allez avoir un certain nombre de réticences qui sont des réticences patrimoniales. Et puis, il va aussi y avoir des réticences qui vont être liées à une certaine vision du débroussaillement, des solutions et de la biodiversité. Dans le sens où il y a un certain nombre d'arguments qui vont être émis, nous disant oui, mais débroussailler, c'est mauvais pour la biodiversité. La réponse, elle est dans la question de l'échelle et dans la proportionnalité. 20 000 hectares brûlés, c'est pas très bon pour la biodiversité. Peut-être vaut-il mieux, en préventif, débroussailler 50 mètres et sacrifier 50 mètres plutôt que 20 000 hectares derrière. Donc, il va y avoir, si vous voulez, autour de ces enjeux de débroussaillement, un faisceau d'obstacles, de verrous qu'il va falloir lever. Bien comprendre à quoi ça sert de débroussailler, dans quelle mesure ça permet de réduire la vulnérabilité, faire en sorte qu'il y ait une compréhension du fait que certes ça a un coût, mais que le coût des dégâts est bien plus élevé, et puis ensuite avoir un discours qui soit un discours peut-être un peu plus pédagogique et qui prenne en considération les enjeux patrimoniaux. C'est vrai que c'est pas facile de devoir sacrifier de la végétation quand on a choisi d'habiter dans un espace qui est boisé.
Donc, il va y avoir toute une série de difficultés qui vont expliquer la réticence. Alors, je sais qu'il y a il y a un certain nombre d'élus autour de l'écran. Ces réticences, on les retrouve aussi bien chez la population que chez un certain nombre d'élus qui sont chargés de faire respecter ou appliquer ces consignes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas persuadé que c'est indispensable et que c'est utile, c'est difficile de se convaincre qu'il va falloir adopter des mesures qui sont complexes. Et un des verrous les plus forts, c'est la question de la propriété. Parce que quand on dit que 30% seulement des consignes sont appliquées, moi ce que je constate, c'est qu'il y a même 0% pratiquement qui appliquent complètement les règles de débroussaillement. L'aspect important, c'est le fait que le périmètre de 50 mètres, c'est un périmètre qui s'apprécie non pas en regard des limites de propriété, mais qui s'apprécie de manière absolue. Ça veut dire que contrairement à ce que vous avez sur les deux photos là, qui elles aussi sont prises dans le massif, vous n'êtes pas tenu de débroussailler simplement sur les limites de votre jardin, mais vous êtes tenu de débroussailler, y compris dans le périmètre forestier autour. Et ça, c'est une difficulté qu'on trouve partout. Les gens ont beaucoup de mal à appréhender le fait qu'ils vont devoir aller débroussailler chez autrui. Et alors, ce qui fait la difficulté encore plus dans le massif forestier des Landes de Gascogne, c'est le fait que la forêt, elle est exploitée, qu'a priori, la forêt, elle est rentable. Et comme vous voyez la petite citation, hein, qui est quand même pas tirée d'un entretien avec un particulier qui ne connaît pas la forêt, c'est tiré d'un entretien avec la DDTM 40, donc ceux qui étaient en charge, a priori, de la régulation de ces aspects-là, hein, qui soulignent le fait que, en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi on les amène à débroussailler au-delà du périmètre de leur jardin. Donc ça, c'est un verrou majeur. Et c'est par, a priori, l'explication risque subi, risque induit, qu'il va falloir justifier le fait qu'on va aller au-delà. Hein. Donc il va falloir argumenter sur ces aspects-là, mais c'est vrai qu'il y a un travail de pédagogie à faire autour à la fois des notions et à la fois du comment. Et puis, il y a une autre réflexion à mener qui n'a pas encore été trop menée, jusqu'à 2022, qui n'était pas menée dans le massif des Landes de Gascogne, c'est la façon dont on peut procéder. Ce que je veux dire par là, c'est que individuellement, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Certains particuliers font des broussaillements eux-mêmes, puis quand ils vieillissent, ils n'arrivent plus à le faire. Donc, il va falloir payer des entreprises pour le faire. Donc, c'est compliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut exister aussi des possibilités, par exemple, de mutualisation ou d'organisation. Après tout, dans une copropriété, on prend en charge de façon collective un certain nombre de charges. Le débroussaillement peut tout à fait faire partie, en fait, des charges qui pourraient être mutualisées. Donc, il y a un vrai travail à faire autour de ces sujets-là parce que c'est quand même la clé de la protection des zones habitées. Très, très rapidement. Les interventions d'après vont davantage insister, je pense, là-dessus. Ça, c'est le court terme, on va dire. C'est l'entretien quotidien. La deuxième dimension et le deuxième enjeu, c'est d'arriver à prendre en considération ces questions de risque quand on conçoit l'urbanisation, quand on conçoit l'aménagement urbain. Et donc, il y a deux enjeux. Vous avez un extrait là, de la note du CEREMA, hein, de porter à connaissance sur le risque incendie de forêt, qui considère que finalement, dans les zones à risque incendie de forêt, autrement dit toute la Gironde forestière, il ne devrait pas être admis de construction, hein, s'il n'y a pas d'équipement de desserte de voirie, s'il n'y a pas d'équipement de défense, autrement dit, si la zone n'est pas défendable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être nécessaire de prendre en compte ces questions-là dans les aménagements futurs. Est-ce que le quartier que je vais ouvrir à l'urbanisation, il est correctement conçu pour faire face à l'incendie? Est-ce qu'il est correctement équipé pour pouvoir permettre aux secours d'intervenir dans les meilleures conditions? Donc, est-ce qu'il est défendable? Donc ça, c'est quelque chose qui va être indispensable. Et puis, c'est pour le futur. Donc l'objectif, c'est d'éviter d'accroître notre vulnérabilité dans le futur. Et puis, il y a un autre enjeu, c'est l'existant. Et donc, c'est d'essayer de réduire la vulnérabilité de ce qui existe. Et là, on est typiquement à des échelles qui sont celles des collectivités.
C'est-à-dire, est-ce que le quartier en question, il est sécurisé? Est-ce que la voirie, elle permet d'accéder aux pompiers? Est-ce qu'il y a un équipement suffisant? Donc, tous ces enjeux-là sont des enjeux à prendre pour maintenant et pour le futur, et chaque fois à deux échelles. Le quartier, sa desserte, son articulation vis-à-vis de la forêt, hein. Et puis l'habitat lui-même, la maison, son jardin, comment sont-ils organisés, sont-ils construits? Avec deux paramètres. Comment se fait le contact entre la végétation et l'habitat? Est-ce que c'est un contact direct? Est-ce qu'il y a une rupture du combustible? Est-ce qu'on peut créer ou maintenir cette coupure du combustible à la fois horizontale et verticale? Est-ce qu'on peut limiter, réduire, optimiser le nombre de maisons qui sont au contact direct de la forêt? Donc, on peut s'interroger sur la longueur des interfaces, hein. Est-ce que ce que vous avez là sur la photo, là en bas, là, est-ce que c'est très malin d'avoir fait un lotissement très allongé avec une énorme quantité de maisons qui se retrouvent au contact direct de la forêt? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des formes d'urbanisme un peu plus compactes qui permettent de limiter ce genre de choses-là? Et puis, deuxième type de questionnement, bah, la maison. Comment je la conçois, avec quels matériaux? Est-ce que c'est très malin de mettre des matériaux en PVC qui vont fondre sous la chaleur? Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, des préconisations à faire sur les matériaux de construction qui pourraient être plus intéressants? Et puis, dernière chose, bah, tout ce qui va être accès, défendabilité. Défendabilité pour permettre aux pompiers d'intervenir, mais aussi accès pour permettre aux populations éventuelles d'évacuer. Parce qu'on a bien vu en 2022 que l'évacuation, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Vous avez vu les embouteillages quand il a fallu évacuer les quartiers sud de la Teste. Pourtant, l'évacuation, elle s'est faite tranquillement, en préventif, dans le calme. On préfère éviter d'imaginer ce qui se serait passé s'il avait fallu évacuer ces zones-là en urgence, ou si le feu avait démarré beaucoup plus près des habitations ou beaucoup plus près des campings et donc avait suscité des mouvements de panique. Donc là, on est sur des enjeux à la fois d'accès pour les secours et puis de possibilités d'évacuation pour les populations. Juste pour conclure, hein. Donc, pour moi, en l'état actuel des choses, il y a trois défis, trois enjeux qu'il faut toujours avoir à l'esprit. C'est comment on évite d'aggraver encore la situation. Et pour ça, on évite d'aggraver la situation en intégrant systématiquement la question du risque en amont dans la planification. C'est plus facile de prévoir un lotissement futur avec des normes adaptées que de devoir travailler sur l'existant pour le sécuriser alors que ça n'a pas été conçu pour au départ. Ensuite, quand on va travailler à la sécurisation de ces zones urbanisées, il faut aussi se dire quelque chose d'extrêmement important, c'est que la situation change. La forêt change, le climat change, l'occupation du sol change. Et par conséquent, toujours se dire ce qui était viable jusqu'à présent, ce qui était viable dans le passé, va pas forcément le rester. Parce que des fois, j'entends dire, oui, mais avant, on faisait ci, avant, on faisait ça. Ben oui, mais non, ça c'est fini. Donc il faut bien admettre le fait que le risque, c'est une réalité qui évolue et tel que les choses sont parties, ça ne va pas évoluer dans le bon sens. Donc il est absolument indispensable de se réinterroger sur un certain nombre de certitudes qu'on avait. Je pense en particulier à tout ce qui est habitat isolé, à tout ce qui est habitat sous forêt. Il va vraiment falloir s'interroger sur la manière de sécuriser ces types de quartiers. Et puis, bien entendu, il y a une chose extrêmement importante, c'est le pragmatisme. Et c'est la capacité à imaginer des solutions qui soient différenciées selon les configurations locales. On va pas sécuriser de la même manière un lotissement et puis de l'habitat dispersé. Et on ne va pas créer des pare-feux autour de chaque maison. Donc, dans ces cas-là, on va plutôt être sur des mesures de sécurisation individuelles, inciter les populations à être en capacité de se protéger pour le cas où elles seraient prise en défaut parce que les pompiers n'auraient pas le temps d'intervenir. Ce n'est pas la même chose qu'envisager la sécurisation d'un lotissement ou d'un camping où il faut évacuer des centaines de personnes. Et puis,
Dernière chose extrêmement importante et qui est un défi pour tout le monde, c'est de sortir d'une logique de fonctionnement en silo où en fait on va traiter les problèmes les uns après les autres sans forcément se coordonner. Je vous ai mis un petit exemple d'une charte paysagère qui en ce moment est diffusée dans une commune que je ne citerai pas, qui est dans le département landais. Donc, consigne donnée à la population, comment faire pour adapter son habitat. Donc, ce sont des chartes et des conseils qui évoquent la biodiversité et qui disent, vous regardez, pour la diversité, il faut conserver autant que possible le port naturel de la végétation et il faut laisser les feuillages se chevaucher. Bon, ça c'est très joli, c'est très bien pour la biodiversité sans doute, mais si on prend en considération le risque incendie, c'est pas terrible. Et puis, la petite vignette à côté, c'est le fait qu'on dit aux gens, pour le changement climatique, mettez des arbres à côté de votre habitation, ça fera de l'ombre. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est parfaitement adapté pour des jardins en milieu urbain, on va dire. Quand on est en zone forestière, ça va poser problème. Donc toute la question, c'est d'arriver finalement à articuler les enjeux, à articuler les politiques publiques, hein, parce que tout ça, c'est pris isolément, ce sont des mesures qui sont effectivement positives, souhaitables, efficaces, mais quand on essaye d'articuler les choses, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, sortir d'une logique de silo et puis prendre en considération l'ensemble de la problématique, c'est à mon sens un enjeu majeur. Merci beaucoup, Christine. C'était vraiment un bel exposé, très riche.